Salut à tous, si vous aimez les histoires rocambolesques, si vous aimez la politique, si vous aimez Israël et le sionisme, eh bien en voilà un représentant, il s'appelle Meir Ben-Chayoun. Bonjour Meir. Bonjour. Alors on est ravis de vous accueillir. Bah oui, je vous surprends, mais c'est vrai, vous vous affichez comme quelqu'un défendant des positions de droite, voire d'extrême droite. Certains vous appellent un fou. Non, d'autres, en tout cas... Des mots pires que si c'était voilà, fou, je serais content. Gentil, fou. Ok. Voilà, d'autres, vous faites peur à d'autres. Bon, bref, mais finalement, on ne vous connaît pas très bien. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de vous donner la parole pour un peu dérouler le fil de votre alia. Comment on arrive à s'engager politiquement, parce qu'il y a beaucoup d'alias françaises, beaucoup de différences chez les francophones. C'est très bien. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est très louable. Voilà, et donc nous, on voudrait savoir un peu plus sur vous. Vous êtes en Israël depuis 40 ans, vous êtes arrivé en 1978, vous aviez 18 ans. Vous avez toujours voulu venir en Israël ? Moi, j'ai pas rêvé de venir en Israël, j'ai voulu venir en Israël. J'étais déterminé, comme je crois que j'ai jamais été autant déterminé dans ma vie pour venir ici. Et... Par contre, mon rêve, c'était que tous les Juifs de France, ils arrivent en Israël et c'est en train de se réaliser, donc je suis vraiment comblé. Je regrette que, si je peux me permettre, il faut lui rendre hommage parce que je crois que c'est le personnage numéro 1 de l'Alia de France. Il n'est plus avec nous depuis 22 ans, je suis un peu ému d'en parler. Manitou. C'est lui, il est arrivé vraiment, je crois qu'il s'est tué à la tâche pour parler de l'Alia. Et son œuvre est en train de se réaliser. Je crois que l'Alia, c'est devenu un thème central dans le siyar tzibouri, comment dirais-je, dans le débat public juif francophone, à contrario de pays comme les États-Unis ou comme l'Angleterre. Mm-hmm. Mais je crois qu'en tant que le plus grand enseignant de judaïsme en langue française après la Deuxième Guerre mondiale, en tant que chef de file de l'Alia de France, je crois que c'est lui qui a imposé ça. Il faut lui rendre l'hommage. Je crois que c'est vraiment le personnage numéro 1 de l'Alia de France. Et on ne saura jamais lui être reconnaissant comme il se doit. C'était vraiment un géant. C'était un géant. Alors, vous vous déterminez comme un sioniste fanatique revendiqué. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'une fois... Il y a quelqu'un, je parlais de l'Alia et j'étais radical sur le besoin de faire l'Alia. Pour moi, il y a l'Alia, il n'y a rien d'autre. Et quelqu'un m'a dit, mais vous êtes fanatique. Je dis, vous ne savez pas combien vous me faites plaisir quand vous dites que je suis fanatique. Vous assumez vos positions tranchées. Et il y a un monsieur qui n'est pas juif, ça lui a tellement plu. C'est un ami qui habite à La Réunion il est venu en Israël, il a voulu me faire un cadeau, un t-shirt avec le drapeau d'Israël, la menorah, et il a marqué « Je suis un éternel sioniste fanatique ». J'ai dit « Vous ne pouvez pas me faire de plus beau cadeau que celui-là ». Alors très vite après votre arrivée en Israël, vous êtes rentré à l'armée. Un an et demi après, un peu plus d'un an après. Vous ne connaissiez pas très bien la société israélienne à l'époque. Comme tout le monde. Bien sûr. On était... On avait honte même de nos beaux vêtements. On avait même honte de venir d'un pays qui était en paix. Les gens ici, ils avaient vécu des épreuves incroyables. Ouais. Et moi, la première chose que j'avais honte. J'avais honte de ce qu'ils avaient vécu et que nous, on avait vécu comme des enfants. Papa, par rapport à tout... Vous n'aviez pas la même vie, forcément. Donc, 79, vous rentrez dans les Golani. Je voulais être pilote d'avion. Ça, c'était mon rêve. Mais on m'a dit, laisse tomber, c'est pas pour toi. Va dans Golani. J'ai dit d'accord. Enfin, j'ai dit d'accord. J'avais pas le choix. C'est un choc d'arriver comme ça dans une unité d'élite, mais populaire quand même. C'est pas une unité d'élite, c'est une unité populaire. C'est pas une sayeret. Oui, mais je veux dire, c'est pas une sayeret, mais c'est quand même prestigieux, on va dire, bien que ce soit une unité populaire. À l'époque, c'était prestigieux parce qu'on était après la guerre de Kippour. L'armée était presque hystérique, c'est-à-dire qu'il fallait former. Puis les gens ici, ils étaient rudes, très sympathiques. Les Israéliens, ils étaient rudes, comme c'était leur réputation. Il y en a des fois qui ont dit qu'ils sont pas polis, qu'ils savent pas se comporter. C'est pas vrai. Ils étaient rudes et on peut que le comprendre. La preuve, c'est que quelques années après, même pas quelques années après, 6 mois après, on devient comme eux. Parce qu'on vit ce qu'ils sont en train de vivre. Et on se rend compte de ce que ça a été la vie en Israël. C'est quand même... C'était rude à l'époque. Hein. C'était rude et vous avez, vous aussi, vécu votre première guerre. C'est la guerre du Liban, 82. Ouais. Ça a été un choc, je crois. Bien sûr. Je sais même pas si j'ai même pas envie d'en parler, sauf de certains petits événements ça et là, oui. C'est un traumatisme qu'on porte toute sa vie ? C'est pas la guerre de Kippour, on a vu tous les... Il faut pas exagérer non plus. C'est pas la Deuxième Guerre mondiale non plus. On voit des unités entières qui se font des maîtres. On a vu la supériorité opérationnelle dans tout ce qu'on a fait. Il y avait la supériorité aérienne, mais il y a eu des choses quand même qui
qui étaient choquantes. Une fois, vous voyez des mechablim, des corps. Vous voyez, une fois, j'ai vu même un phalangiste. On était à un carrefour, on devait trier les voitures. On n'était pas durant les combats. Et le gars, il nous disait, ça c'est des mechablim, ça c'est des chrétiens, ça c'est des druzes. Nous, on ne savait pas, on ne faisait pas la différence. Ouais. Il était bien habillé, c'était un phalangiste qui devait collaborer avec nous. Puis après, on a arrêté des mechablim, on les a mis dans une petite maison qui était complètement détruite. Ça se passait à Doha, je crois, au sud de Beyrouth, si je me souviens bien. Et il a voulu violer la palestinienne, quoi, la femme du mechabel. Il a voulu la violer. On est venu après, on a dit va voir ce qui se passe. Et on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et le gars, il était tout étonné qu'on lui dise, qu'on lui fasse des remontrances, quand même, on lui a parlé durement. On lui dit, on fait pas des choses comme ça. Mm-hmm. C'était une norme au Liban, une norme dans toutes les ethnies. C'est comme ça qu'on fait la guerre dans ce pays-là. Ok, bon, alors vous avez vécu le siège de Beyrouth aussi. Vous avez été à cette époque interpellé par ce qui se passait dans la société israélienne. Il y avait beaucoup de mouvements, de manifestations contre justement cette guerre du Liban. Il fallait que ça finisse. On recevait les journaux tous les jours, on entendait la radio. C'est dur de combattre quand on est comme ça. Je sais pas si c'est dur. Non, parce que quand même on est avec les copains, on sait ce qu'on fait. Je veux dire, on réfléchit pas tellement. Mais moi, ce que j'ai pas compris. Après, peut-être. Ce que j'ai pas compris, c'était notamment, ça a été celui qui est décédé dernièrement. Je peux pas dire Zichrono Livracha, je le dirai jamais. Je dirais même d'autres choses. Il marchait mot. Mais ce monsieur-là a rencontré. Ok. Vous parlez d'Uri Avineri. Avineri, oui. Ok. Et à l'époque, c'était un marginal, bien qu'il commençait à être populaire. Et j'ai pas compris jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Enfin, maintenant je comprends, je peux l'expliquer, je peux l'analyser. Comment, il avait rencontré Arafat pendant que vous... Oui, quand on était de l'autre côté, Arafat était un objectif à être éliminé. Pas par nous, hein. Ça je l'ai appris plus tard. Nous, je ne le savais pas à cette époque-là. Ce que moi, j'ai pas compris, c'est qu'il n'a pas été écroué dans les tribunaux. Je ne sais même pas s'il a été mis en examen par la police. Et pourtant, les articles de loi existent. Disons que c'était quelque chose qui vous a choqué, vous étiez du haut de vos 20 ans. Je ne comprenais pas. C'est après que j'étais choqué, c'est après qu'on réfléchit à ce qui se passe ici, qu'on commence à connaître les choses, qu'on devient civil. Mais je ne connaissais pas bien la politique israélienne, c'est certain. Alors ensuite, vous rentrez, vous finissez, vous terminez l'armée, vous commencez des études. Oui, j'ai travaillé, j'ai commencé des études à Jérusalem. Je suis venu à Jérusalem, c'est là que j'ai connu Jérusalem. C'était une ville de folie, extraordinaire. J'ai renoué avec la communauté francophone. J'avais des amis francophones de mon âge, mais disons, j'étais plus tellement dans cette communauté. Et à Jérusalem, j'ai découvert cette communauté où il y avait des gens impressionnants, des gens qui étaient arrivés ici même avant moi, dans les années 60, 70. Et c'était des gens qui étaient très intelligents, des intellectuels, pas rien que des intellectuels. On sentait que les gens, ils avaient renoncé à quelque chose pour venir à Jérusalem, pour vivre quelque chose de grand. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. L'engagement de ces gens-là ? Oui. Des gens très gentils, très, très braves. Des rabbanim, des intellectuels. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'intellectuels à Jérusalem. Des gens sincères. Cette sincérité, elle fait quelque chose. J'ai vu ça aussi dans les Yeshuvim, des gens pas possibles. Alors justement, puisqu'on en parle, vous avez vécu pendant plus de 20 ans à Tekoa, dans un Yeshuv. Okay. Voilà. C'était en quelle période ? 1990 ? Je suis arrivé en 91 à Tekoa. Avant, je rêvais d'y aller, mais j'ai attendu d'être marié pour y aller. C'est avec mon premier mariage. Un peu après notre mariage, nous avons déménagé à Tekoa. Et Tekoa, c'est l'un des plus beaux paysages d'Israël. Là où au début, on nous a donné une caravane. Je voyais la mer morte. Et alors, comment étaient perçus à l'époque les gens qui habitaient en Judée-Samarie ? Au début, par exemple, quand j'allais en Milouim voir mes copains, c'était en fait une coupe de la société israélienne, je crois, les unités de Milouim. Il y a des gars qui viennent de Tel Aviv, du Nord, des kibbutzim, des moshavim. On était bien considérés. Il y avait des gens, évidemment, qui étaient de gauche, qui considéraient qu'on devait dégager, mais ils avaient quand même une certaine haracha. Oui, il y avait quand même une certaine, on va dire, il y avait une certaine admiration, peut-être. Ou, disons, on apprécie, disons, vous êtes considérés comme des pionniers. Voilà, il y avait encore peut-être pas les pionniers de Merchavia des années 30, mais des gens qui sont prêts à réaliser leurs idées. D'accord. Et puis, avec Oslo, tout a changé. Avec Oslo, tout de suite, ça a changé.
évidemment, ça a été terrible, Oslo. Ça a été terrible personnellement? Ouais, moi, à Oslo, oui. Moi, j'ai déchiré ma chemise le 13 septembre 1993. C'était 2 jours avant Rosh Hashanah. Je me rappelle, j'étais dans l'autobus. Avant, si vous étiez là, Cathy, avant, vous rappelez que dans les autobus, comme il n'y avait pas les téléphones cellulaires, le chauffeur, il mettait la radio à fond, à toutes les heures, quand il y avait le flash d'information. Tout à fait. Là, il y a eu un silence de mort dans l'autobus. Je ne me rappelle plus quelle ligne c'était. J'étais à Jérusalem, au centre-ville, et on a entendu les accords d'Oslo. Et moi, j'avais une chemise, comme par hasard, blanche, avec des traits bleus, comme ça, comme le drapeau d'Israël, et j'ai fait Kriya. Je me suis dit que j'étais obligé. Ah, vous êtes à fond. Ah, mais il n'y avait pas que moi, il y a d'autres gens qui l'ont fait. Ouais. Je n'ai pas été le seul. D'accord. Alors, c'est une période qui a été compliquée en Israël. Alors, votre positionnement aussi s'est ancré, on va dire. Vous êtes ancré encore plus à droite sur l'échiquier politique, on va dire ça comme ça. Je suis sorti de l'armoire, comme disent... L'Avdil ben Kodesh lechol. Ça a été pour vous compliqué, surtout que les attentats qui ont suivi les accords d'Oslo dans les années, on va dire, les 97 à peu près. 94, il y en a eu plein. Il y a eu à Beth Lead, il y a eu à Dizengoff Center le 5 octobre. Comment vous avez vécu cette période ? J'ai vécu les attentats comme si c'était quand il y a eu l'attentat à Dizengoff, pas au Dizengoff Center. Dizengoff Center, c'est en 96. Le premier attentat de l'autobus numéro 5, qui a été un attentat terrible. J'ai travaillé, j'ai tout quitté, je suis parti voir ce qui se passait à Dizengoff. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de voir. Moi, je me suis dit, ça y est, on arrive à une époque apocalyptique. On est en train de... On voulait Arafat, ben voilà, on a Arafat. Et Arafat, que nous, on poursuivait au Liban, voilà qu'il était pour l'envoyer au diable. Il a été envoyé en Tunisie, on s'est contenté que de l'envoyer en Tunisie, alors qu'il devait être... le Mossad avait reçu l'ordre de le descendre. Finalement, il était juste à côté de chez nous. Alors, comment on passe cette période ? Qu'est-ce que vous vous rappelez de ces moments-là, pendant ces années-là ? Je me rappelle qu'il y avait... à l'époque, il n'y avait pas Kalita, il n'y avait pas la presse francophone, il n'y avait même pas de presse comme il n'y avait même pas Makorishon. On était complètement inhibé par rapport à l'ambiance générale dans le pays, par rapport aux moyens de communication, que ce soit la télévision, la radio, les journaux, et on était sur la défense. On était les obstacles à la paix. On se faisait attaquer, c'est-à-dire que nous, on se faisait exploser. Je veux dire, même à Jérusalem, les gens se faisaient attaquer à Beth Lead, à Dizengoff Center. C'était une période très sombre. C'était pas seulement les gens des implantations qui se faisaient tirer dessus. Oui, mais parce que ça sautait dans les villes aussi, les cafés, les autobus, on s'en souvient. Alors, qu'est-ce que vous faisiez pendant cette période-là ? Est-ce que vous nous avez parlé de vos études très brièvement, mais vous avez fait quoi comme métier ? À l'époque, j'étais géomètre. Ensuite, j'ai travaillé dans la vigne, à Tekoa. Vous avez fait plein de trucs, J'ai fait plein de trucs, ouais. Plein de métiers. Ouais, je me suis trouvé qu'à partir de l'âge de plus de 40 ans. Parce qu'en fait, je faisais pas ce que vous vouliez faire. Ce que vous vouliez. Non, puis je pense aussi qu'on est seul dans le pays jusqu'au moment où on se marie, il y a une instabilité qui s'installe. D'accord. Donc vers l'âge de 40 ans, vous renouez avec une passion d'enfant, l'écriture. Ouais. Et grâce aux réseaux sociaux, on va dire, vous commencez à écrire de plus en plus. On parlait de nous toujours à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Alors nous, c'est qui ? C'est les gens qui habitent dans les implantations. D'accord. Mais dans l'Alliance France, elle a une très grande part. Il faut rendre encore un hommage à l'Alliance France. L'Alliance France, les francophones ont une part majeure dans l'implantation en Judée-Samarie, dans le Golan, dans la bande de Gaza et même dans le Sinaï après 67. Il y a des gens majeurs, je ne sais pas, mais il y a eu beaucoup de francophones. Alisa Weitzman qui a écrit un livre sur l'expulsion du Sinaï en 1982. C'est une ancienne du Hashomer Hatzaïr de France. Oui, on ne remet pas du tout en cause. Shalom Vach a été le Rosh HaMoatza de Kiryat Arba. Lui, il est belge. Bon, il n'est pas français. Mais l'Alliance France, à Tekoa, par exemple, les Français, ils ont une part... majeur. Alors, vous vous êtes trouvé, on va dire, vous avez voulu exprimer justement ce mal-être que vous avez ressenti. Pas ce mal-être, on était en train de parler de nous comme si avant on était les empêcheurs de tourner en rond d'Israël, voilà qu'au niveau international, après l'affaire Al-Doura, on était devenus des colonialistes, des tortionnaires. En général, on disait ça sur les kahanistes, mais là, c'était tous les mitnachalim. Okay. Alors là, moi, je me suis mis à écrire en français.
Et au lieu de me défendre, moi j'ai tout de suite adapté la tactique, pas la stratégie, la tactique de dire c'est vous les salopards, c'est vous les falsos, c'est pas nous. C'est nous les tzadikim, c'est pas vous. C'était important pour vous d'amener une autre voix dans la presse, d'écrire, de faire publier vos articles dans le Jérusalem Post, par exemple. Vous avez travaillé aussi à Routcheva après. Bref, ça vous a. Vous étiez le seul. C'était important parce que je m'excusais pas. Il n'y avait pas cette voix. Cette voix n'existait pas. Il y avait une voix, on disait on a le droit d'habiter dans les territoires parce que les territoires, moi, j'employais pas ce mot territoire. J'employais pas le mot terroriste, j'employais pas le mot palestinien. Je disais les Arabes, les terroristes arabes dits palestiniens. Alors, je mettais palestinien entre guillemets. J'ai élaboré tout un langage là-dessus parce que le langage était vicié. Si on parle de Palestiniens, ça veut dire qu'il y a une entité palestinienne. S'il y a une entité palestinienne, ipso facto, ça veut dire que les Israéliens ils sont illégitimes. Parce que ce territoire, ou c'est Israël, ou c'est la Palestine. Bon, c'est bien de vous entendre parler parce qu'on se rend bien compte de vos positions bien tranchées. Il faut être tranché dans la guerre. Ok. Et donc, on imagine que cette voix, elle a dû faire en tout cas, être novatrice un peu à l'époque. Disons qu'on en avait besoin. En français. J'étais pas le seul, attention, hein, je vais pas prendre la parité pour tout ça. Non. Mais je crois que j'étais l'un. Je sais pas si je suis le premier, mais je crois que j'étais l'un des premiers qui a employé le mot nazi-islamiste. Moi, je l'avais pas entendu avant. Enfin, avant que je l'emploie, j'ai pas entendu par d'autres. J'avais entendu islamo-fasciste, mais moi, je vous dis nazi-islamiste. J'ai simplement lu la charte du Hamas. La charte du Hamas, Mein Kampf, c'est Khalavi à côté. Je veux dire, c'est du pipicha à côté, Mein Kampf. Le Hamas, c'est super nazi. De toute façon... Alors j'ai employé ce terme. Une fois, il y a un journaliste qui est à Tel Aviv, je crois qu'il travaille sur Sled, j'ai oublié son nom. Peut-être vous allez me le rappeler. Un monsieur qui est assez âgé, qui travaillait à l'époque à Gissen, il m'a dit, mais Meir, vous employez des termes à tort et à travers, vous faites de l'asilout, comment dirais-je, du mot nazi. Je dis non, un nazi islamiste, ça s'applique, c'est pas une exagération de ma part, pour essayer de dépeindre dans des couleurs forcées ce qui se passait. Je dis, c'est vraiment des nazis. Alors, est-ce qu'avec tout ce parcours, vous regrettez d'avoir fait votre alia ? Vous avez trouvé votre place ? Pour moi, c'est le si de la vie d'un juif, c'est l'alia aujourd'hui. Pas seulement l'alia en Israël, c'est de continuer l'alia ici. L'alia, c'est un mouvement qui est permanent. On dit Eretz Israël. Il y a une Mishnah. Je veux dire, je suis pas rabbin, je ne vais pas me la jouer, comment dirais-je, exégète du judaïsme. Mais il y a une Mishnah dans Masechet Kelim qui dit Eretz Israël, Mekudeshet Mikol Haratzot, et on continue ainsi de suite. Ensuite, ce sont les villes qui sont entourées comment dirais-je, d'une muraille, et Yerushalayim, et on monte toujours. Et aujourd'hui, on a encore un endroit où on doit monter, c'est le mont du Temple. Je fais partie, sous l'égide de mon maître et de mon ami, qui est le Rav Menachem Shoraki, je crois, l'un des plus grands talmidei chachamim de l'Alia de France. Un des premiers à monter sur le mont du Temple. Qui nous a encouragés à le faire, et je le bénis tous les jours. C'est un ami proche, et c'est un maître incroyable, et qui a été dans le milieu francophone, a été celui qui a mené systématiquement, qui le mène encore, ce combat pour monter sur le mont du Temple. Ne pas oublier que c'est ça le summum de nos sheifot, de nos aspirations. Alors, on était content de vous accueillir, de vous donner la parole, d'entendre des voix un peu différentes. C'est important aussi. Non, pas tout le monde, mais tout le monde ne pense pas comme vous. Il y en a certains qui sont plus, moins, peu importe. Mais en tout cas, on fait tous partie de l'Alia de France, et tout le monde a le droit d'exprimer ses opinions. C'est ça qui fait aussi la richesse des programmes du studio Kalita. On vous remercie beaucoup c'est moi qui vous remercie d'être venu, de vous être exprimé. On vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà. Vous serez sûrement sur le mont du Temple. Pas au Rosh Hashanah, mais j'y serai. Après, avant. On va essayer. Ouais. Voilà. Merci. Je vous en prie. Meir Ben Chayoun, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.